S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Bonne écoute à toutes et tous. Avant de vous présenter cet épisode, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est BNP Paribas Banque Privée, la banque des dirigeants, des CEO et des entrepreneurs. BNP Paribas Banque Privée, c'est tout simplement la première banque privée de France. C'est 140 milliards d'euros d'actifs sous gestion et 1200 banquiers privés certifiés présents partout sur le territoire. Vous le savez, quand on est entrepreneur et qu'on dirige une entreprise, on est obligé d'être à 100% sur son business. Et le risque, vous le connaissez, c'est de s'oublier. Et c'est là que BNP Paribas Banque Privée intervient. Il vous accompagne à chaque étape de votre aventure entrepreneuriale, sur les enjeux patrimoniaux et financiers, jusqu'à la cession ou la transmission de votre entreprise. Aujourd'hui, BNP Paribas accompagne un tiers des PME, 2 tiers des ETI et 90% des startups du Next 40. Et pour en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat et les sujets patrimoniaux, je vous invite à les suivre sur Instagram où ils partagent plein de contenus intéressants. Leur compte, c'est @Partner in Business. Encore merci à BNP Paribas Banque Privée de nous soutenir dans notre mission, inspirer un maximum de personnes à entreprendre. Bonne écoute. Je t'ai demandé ton déclic entrepreneurial, puis tu sais, tu m'as dit, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas un truc waouh, tu m'as juste dit genre je viens de nulle part. Ça veut dire quoi ce je viens de nulle part ? Et je vais aller plus loin, qu'est-ce que ça t'a apporté de manière bénéfique pour pouvoir entreprendre derrière ? Alors effectivement, je viens de nulle part, quand on s'est parlé, il est sorti un peu comme ça en disant je viens de nulle part, sous-entendu l'entrepreneuriat c'était pas dans mes radars et je suis tombée dedans un peu par accident. Mais maintenant que j'y repense, en fait on vient jamais de nulle part. On est toujours situé quelque part dans un chemin, une trajectoire qui vient aussi d'un héritage, d'un historique. Donc je dirais qu'on est finalement jamais tombé de la dernière pluie et qu'on est animé par tout ce qui nous a précédé et qui a planté en nous des envies et des graines. Et donc, d'où je viens, pour donner peut-être quelques billes là-dessus. Géographiquement, je viens de Champs-sur-Marne, qui est une petite ville de Seine-et-Marne. Alors souvent, ce qui parle le plus, c'est Disney. C'est pas très loin. Voilà. Okay. Le RER banlieue A, parisienne, etc. Banlieue parisienne, voilà. Donc ça, c'est géographiquement. Après, je dirais sur mon, on va dire, environnement familial. Moi, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. Je suis un enfant si j'aime bien cette expression, je suis un enfant de l'école des impôts. Mes parents se sont rencontrés là-bas. Arrête, c'est des contrôleurs fiscaux ? Non, c'est pas des contrôleurs fiscaux, il y a plein d'autres métiers. Oh, qui viennent me contrôler, il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Non, pas du tout. Enfin, je crois. Mais par exemple, mes grands-parents étaient agriculteurs. Et en fait, c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'ai tilté là-dessus en me disant, mais en fait, l'agriculture, c'est une forme d'entrepreneuriat. Parce que, en fait, et c'est même un entrepreneuriat particulièrement difficile parce qu'on doit faire face à la nature qui est fortement imprévisible. Donc je me suis dit, finalement, dans ces racines-là, il y a peut-être déjà des gènes qui viennent de ça. Et j'ai aussi un grand-père qui m'a beaucoup nourri, qui lui avait un parcours, une trajectoire de vie très résiliente, où il a dû recommencer plusieurs fois de zéro. Donc je pense qu'en fait, tout ça, ça nourrit aussi des choses qui sont essentielles chez l'entrepreneur, avec une forme de curiosité qui, je dirais, a été... j'ai une mère qui est très curieuse, qui m'a emmenée faire plein de choses. Quand j'étais petite, je faisais aussi bien du violon, de l'art plastique, de la poterie, de l'athlétisme. Enfin, j'avais un peu ce côté touche-à-tout déjà très tôt. Multicasquette. Multicasquette, c'est ça, déjà dans la jeunesse. Et donc, je pense que c'est ça, on vient pas de nulle part. Finalement, il y a peut-être déjà des choses qui étaient en germe à ce moment-là, qui ont nourri la suite, même si moi, pendant longtemps, j'ai voulu être journaliste. Donc c'était vraiment, voilà, je veux être journaliste. Moi, pendant longtemps, je veux être entrepreneur. On échange de place si tu veux. Voilà, il y a eu, c'est ça, un petit... Mais là, en plus, on rigole, mais tu l'as été, journaliste. En tout cas, tu as été dans les médias.
Ce qui s'est passé, c'est que effectivement, donc j'avais cette idée très précise de journalisme. J'avais fait par exemple mon stage de 3e dans une radio locale, mais j'étais déjà assez déterre parce que je me souviens qu'en 3e, j'avais je sais pas, genre emprunté des journaux à la bibliothèque. J'avais pris mon téléphone, j'avais appelé toutes les rédactions du Monde, de Elle, de Canal+. Enfin, j'avais pas aucune idée des limites possibles à ce moment-là. Bon, personne m'a ouvert ses portes pour un stage, évidemment, mais j'avais déjà cette envie et donc j'ai découvert la radio dans ce stage de 3e, dans une radio locale, et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et donc après, j'ai orienté mes études pour faire d'abord une double licence droit-histoire en me disant comme ça j'ai les pieds un peu dans les deux, je vois différentes choses. Et après, je suis rentrée au CELSA en me disant le CELSA, pour devenir journaliste, ça peut être pas mal, même si j'étais pas exactement dans cette filière-là. Et c'est au CELSA que j'ai créé un média sur l'histoire de Paris. Il était Paris parce que j'avais pas le droit de faire 3 licences en même temps. Je pouvais faire que 2. Donc Quelle dinguerie cette phrase. J'avais pas le droit d'être trop bonne élève. Là, il disait c'est too much. Non, mais du coup, j'ai créé une boîte, quoi. Du coup, j'ai créé un média sur l'histoire de Paris parce que j'ai dû arrêter ma licence d'histoire en cours de route. J'étais un peu frustrée. Donc c'est là que j'ai créé Il était Paris. Ta licence d'histoire parce que je faisais déjà une licence de droit et donc la licence au CELSA en plus. Donc ça faisait 2 et j'avais pas le droit de faire une troisième. T'as fait un choix, quoi. Oui, c'est ça. Mais donc j'étais un peu frustrée parce que l'histoire, c'est quelque chose qui m'animait, et notamment avec Il était Paris, j'avais cette envie de faire redécouvrir des endroits devant lesquels on passe au quotidien sans avoir aucune idée des histoires incroyables qui ont pu s'y dérouler. Et donc l'enjeu à ce moment-là, c'était d'utiliser toute la palette d'outils numériques. Donc aussi bien des vidéos, des infographies, des web documentaires interactifs. Enfin, vraiment, je mettais les mains dans tout ce que je trouvais pour partager l'histoire de Paris sous une autre façon. Donc ça a commencé comme ça. Et Il était Paris, c'est une forme de proto-histoire, on va dire, d'Ascmona, puisque c'est de ce premier projet qui est né notamment l'idée d'Ascmona. Curiosité, main dans le cambouis, tu vois, vouloir faire 50 choses à la fois, puis devoir faire des choix, reach out alors que tu as 14 ans à des gens qui ne devraient pas te calculer, et je suis sûr et certain que tu as dû reach out à des gens avec Ascmona et que ça t'a ouvert du business. Bref, je vois tellement de corrélations, mais j'en vois une encore plus forte, et je veux revenir à ton grand-père. J'ai l'impression qu'il y a même, tu vois, tu as un côté sensible vis-à-vis de ça, où ça tient à cœur. Et bizarrement, aujourd'hui, tu veux raconter l'histoire de gens qui ont créé des œuvres d'art, aller chercher les corrélations. Moi, je comprends une chose. Quand ton grand-père te raconte ça, ou te racontait ça quand tu étais plus jeune, mais aussi à côté de tes parents qui ont plutôt la vie qu'on vend en France, qui est du CDI, de la sécurité, de la retraite, etc. Qu'est-ce que tu percevais dans le récit de ton grand-père? Et je vais être très précis. Est-ce que tu nous as beaucoup parlé de résilience? Est-ce qu'il était heureux dans ce qu'il te disait, ou est-ce qu'à l'inverse, il te disait « Moi, j'ai tellement cravaché et regarde où j'en suis arrivé que toi, Marion, il est hors de question que tu sois pas ambitieuse et que tu puisses pas faire plus parce que t'as pas eu ma chance. » J'ai pas eu ta chance, pardon. C'est une question assez intéressante parce que en fait, je dirais qu'il y a un truc assez paradoxal dans ma famille, c'est que j'avais donc ce grand-père avec cette histoire de résilience. J'avais mes parents, mais en fait, que ce soit mon grand-père ou mes parents, je dirais pas que c'était qui plaçaient une barre très haute ou une ambition très haute. Moi, mon grand-père m'a toujours dit journaliste, mais tu vas écrire sur les chiens écrasés. Enfin, pour lui, c'était pas un métier. Genre vraiment, il me décourageait de faire ce truc-là. Et en fait, je pense qu'il y a un truc que mes parents ont pas si mal fait, que j'aimerais bien faire un jour, réussir à faire un jour si j'ai des enfants, qui est que mes parents, ils m'ont toujours dit tu travailles pour toi. Donc j'avais des amis à l'école où je sais pas s'ils avaient le brevet ou leur bac, leurs parents leur offraient le dernier iPhone ou j'en sais rien, trouver une carotte un peu comme ça. Et moi mes parents c'était tu travailles pour toi. Donc si j'avais des bonnes notes, c'était pour moi. C'était pas un sujet. En te disant je rends fier mes parents? Non, parce que vraiment pour eux c'était un peu genre tu travailles pour toi. Donc en fait avoir des bonnes notes ou que ça se passe bien à l'école, ils m'ont mis assez tôt en tête cette idée de c'est pour toi, c'est parce que c'est important pour toi, c'est pas pour nous. Et je pense que ça a créé une forme de driver que je vois aussi chez ma plus jeune sœur où bah du coup en fait on travaille pour nous. Donc il y a un peu ce côté où on va suis ton envie en fait. C'est ça, on suit notre envie, on se donne. On est des grosses bosseuses et c'est vrai que je pense qu'il y a un historique de gros bosseurs aussi dans ma famille, mais c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est au service d'un projet. Et je pense que ce truc-là, je sais pas si je l'explique bien, mais c'est quelque chose qui m'a été utile.
c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.